Je m'appelle Brandon Carter. J'ai 22 ans. Je viens d'obtenir mon diplôme de l'Université de Miami, Ohio, en comptabilité, un domaine que mon père a un jour décrit comme de la paperasse pour des gens trop mous pour faire un vrai travail. J'ai eu 2 emplois pendant mes études. J'ai donné des cours de mathématiques à des étudiants pendant la journée et j'ai chargé des camions dans un entrepôt la nuit. J'ai mangé des ramen tellement de fois que je ne peux toujours pas regarder ce truc sans me sentir mal. J'ai sauté toutes les vacances de printemps, toutes les fêtes, toutes les escapades de week-end que mes camarades de classe prenaient pour acquises. Et j'ai fait tout ça pour une seule raison, non pas pour prouver à mon père qu'il avait tort, non pas pour gagner son approbation, ni même pour le rendre fier. Je l'ai fait pour le sauver. Parce que voici le truc avec mon père. C'est un homme fier, têtu comme un boulon rouillé. Il a ouvert Auto Shop en 1989, et pendant longtemps, c'était le garage le plus respecté de notre petite ville de l'Ohio. Les gens venaient de 3 comtés pour faire réparer leurs camions par Davidet. Il a bâti cette entreprise de ses propres mains, et il n'a jamais laissé personne l'oublier. Mais la fierté ne paie pas les factures. Et au moment où j'étais au lycée, le garage se noyait. De grandes chaînes de centres automobiles se sont installées. Les clients ont disparu. Mon père a refusé de s'adapter, a refusé de faire de la publicité, a refusé de faire quoi que ce soit qui pourrait suggérer qu'il avait besoin d'aide. Alors, il a fait ce que font les hommes fiers, et ils sont désespérés. Il a pris une terrible décision en secret. Il a contracté une 2e hypothèque sur notre maison familiale pour maintenir le garage en vie. Ça n'a pas marché. À ma 2e année d'université, mes parents étaient à 3 mois de tout perdre. La maison où j'ai grandi, le garage que mon père a construit, tout ce que le nom avait jamais représenté. Et mon père n'en a jamais parlé à personne. Ni à ma mère, ni à ma grand-mère, ni à ma sœur. Il a porté ce poids seul, le laissant l'écraser de l'intérieur tout en reportant sa peur et sa honte sur la cible la plus facile disponible. Moi. Le fils qui a choisi les livres plutôt que les clés à molette. Le fils qui voulait quelque chose de différent. Le fils qui, à ses yeux, avait déjà abandonné la famille en refusant de suivre ses traces. Mais je savais. Je l'ai découvert par accident un soir. Et une fois que je l'ai su, je ne pouvais plus l'ignorer. Je ne pouvais pas faire semblant. Je ne pouvais pas traverser cette scène de remise de diplôme et accepter mon diplôme pendant que tout l'avenir de ma famille s'effondrait en coulisses. J'ai donc élaboré un plan de 2 ans qui m'a coûté mon sommeil, ma vie sociale et presque ma santé mentale. Et le jour de la remise des diplômes, j'ai remis à mon père les résultats de ce plan dans une mallette verrouillée. Ce qu'il a trouvé à l'intérieur a tout changé. J'ai grandi à Willow Creek, Ohio, une petite ville à environ 45 miles à l'est de Dayton, où tout le monde connaissait tout le monde et où la réputation de votre famille vous suivait comme une ombre. Le genre d'endroit où les gens se saluaient encore depuis leur PQPS et demandaient des nouvelles de votre grand-mère à l'épicerie. Le genre d'endroit où le succès signifiait posséder quelque chose à votre nom. Mon père possédait Auto Shop. Cela signifiait quelque chose à Willow Creek. Pendant la majeure partie de mon enfance, ce garage a été le cœur de notre famille. Je me souviens d'avoir 5 ans, assis sur une caisse de lait renversée dans un coin du garage, regardant mon père se glisser sous une cheville avec une clé à la main comme s'il était né en la tenant. Il se déplaçait avec confiance à l'époque. Il riait plus. Il me décoiffait en passant et disait des choses comme « Un jour, tout ça sera à toi, mon fils ». Et je le croyais. Je voulais que ce soit vrai. Mais quelque part en cours de route, j'ai cessé de correspondre à l'image que mon père s'était faite dans sa tête. Je n'étais pas doué de mes mains. Je ne pouvais pas distinguer un carburateur d'un convertisseur catalytique. Quand j'avais 12 ans, il a essayé de m'apprendre à changer un pneu, et j'ai tellement abîmé l'écrou de roue qu'il a dû appeler son ami mécanicien pour réparer mon erreur. Il n'a pas crié ce jour-là. Il m'a juste regardé avec cette expression que je n'oublierai jamais. Une déception si lourde qu'elle avait sa propre gravité. Après ça, il a cessé de me demander de l'aider au garage. J'ai trouvé d'autres choses dans lesquelles j'étais doué. Les chiffres avaient du sens pour moi. Les modèles, les feuilles de calcul, la façon dont un budget pouvait s'équilibrer si on déplaçait simplement les pièces de la bonne manière. Mes professeurs l'ont remarqué. Madame Morgan, ma professeure de mathématiques de 7e année, a dit à mes parents lors d'une réunion que j'avais un don pour la pensée analytique. Elle a dit que je devrais envisager une carrière dans la finance ou la comptabilité. La réponse de mon père a été
pour qu'il puisse compter l'argent des autres au lieu de gagner le sien. Ma mère a ri nerveusement et a changé de sujet. C'était sa spécialité. Linda avait maîtrisé l'art de la déviation comme d'autres maîtrisent des instruments. Elle pouvait détourner la conversation des conflits si habilement qu'on ne s'en rendait même pas compte. Elle travaillait comme responsable de cafétéria à l'école primaire locale, passant ses journées à nourrir les enfants des autres et ses soirées à maintenir la paix dans une maison qui ressemblait plus à un champ de bataille. Je lui en voulais pour ça, pour ne jamais m'avoir défendu, pour toujours arrondir les angles au lieu de tenir bon. Mais en vieillissant, j'ai commencé à comprendre. Elle était fatiguée. Elle était mariée à mon père depuis près de 30 ans. Elle avait appris quels combats valaient la peine d'être menés et lesquels ne feraient qu'empirer les choses. Le problème, c'est que j'étais toujours dans la catégorie « ne vaut pas la peine ». Les seules personnes dans ma maison qui m'ont jamais fait sentir que je comptais étaient ma sœur et ma grand-mère, Chloé et Eleanor. Chloé avait 7 ans de moins que moi, ce qui signifie qu'elle avait environ 8 ans quand j'ai commencé à m'éloigner des attentes de mon père. Elle n'a jamais connu la version de moi qui essayait de s'intégrer au garage. Elle ne connaissait que la version qui restait éveillée tard pour étudier, qui lui expliquait ses devoirs de mathématiques quand elle était bloquée, qui la conduisait à l'école tous les matins et la laissait choisir la station de radio même quand elle choisissait des chansons que je détestais. Chloé croyait en moi avec une férocité que je ne méritais pas. C'est elle qui a fait un calendrier de compte à rebours pour ma remise de diplôme. C'est elle qui a supplié nos parents de réserver un bon restaurant pour un dîner de célébration. C'est elle qui a passé 3 jours à recouvrir une pancarte de colle à paillettes et de découpe de magazines parce qu'elle voulait que je la voie dans la foule et que je sache qu'au moins une personne était fière. Et puis il y avait grand-mère Eleanor. La mère de mon père avait 79 ans, était vive comme l'éclair et confinée à un fauteuil roulant après un AVC 5 ans plus tôt. Elle vivait avec nous dans la chambre du fond qui était autrefois un bureau. La plupart des gens faisaient l'erreur de penser que son état avait émoussé son esprit. Ce n'était pas le cas. Eleanor y voyait tout. Elle entendait tout et elle comprenait bien plus que quiconque ne lui en donnait le crédit. C'est elle qui m'a glissé $20 pour des livres de préparation au SAT. C'est elle qui s'est assise avec moi dans la cuisine tard le soir et m'a raconté des histoires sur mon grand-père, un homme qui avait aussi rêvé de quelque chose de plus grand que Willow Creek et qui n'a jamais eu la chance de le poursuivre. C'est elle qui m'a dit la veille de mon départ pour l'université, « Vas-y, deviens quelqu'un, Brandon. Ne le laisse pas te réduire pour correspondre à sa petite idée de ce qu'un homme devrait être. » J'ai porté ces mots avec moi pendant 4 ans. Le matin de la remise des diplômes, je me suis réveillé à 6 heures du matin dans mon appartement hors campus. Mon colocataire avait déjà déménagé. Les murs étaient nus. Mes valises étaient faites près de la porte. Dans quelques heures, je traverserai une scène, j'accepterai un diplôme et je fermerai officiellement un chapitre de ma vie. J'aurais dû être fier. J'aurais dû être excité. Au lieu de cela, je me sentais vide parce que je savais ce qui m'attendait à cette cérémonie. Je savais que mon père trouverait un moyen de faire de cette journée la sienne. Je savais que ma mère resterait silencieuse. Je savais que Chloé ferait de son mieux pour me faire sourire. Et je savais que grand-mère Eleanor regarderait depuis son fauteuil roulant, voyant tout et ne disant rien jusqu'au moment où cela compterait le plus. Et je savais ce qui se trouvait dans le coffre de ma voiture, une mallette que j'avais mis 2 ans à remplir. Un secret si lourd que je n'avais pu le dire à personne. Je me suis tenu devant le miroir de la salle de bain et je me suis regardé longuement. Je reconnaissais à peine la personne qui me regardait. J'avais perdu 7 kilos depuis ma première année, non pas exprès, juste à force de trop travailler et de trop peu dormir. Mes yeux avaient ce regard fatigué et méfiant qui n'était pas là avant. Mais j'avais réussi. Contre toute attente que mon père avait dressée contre moi, j'avais réussi. J'ai mis ma toge et ma toque. J'ai pris mes clés et j'ai conduit jusqu'à la cérémonie avec les fenêtres baissées, laissant l'air chaud de me remplir la voiture, essayant de me convaincre que tout allait changer. Je ne savais tout simplement pas encore à quel point j'avais raison. La cérémonie s'est déroulée en plein air sur le quadrilatère principal de l'université, un vaste espace vert entouré de vieux bâtiments en briques et de chênes qui étaient là depuis plus longtemps que quiconque ne pouvait s'en souvenir. Des chaises pliantes s'étendaient sur la pelouse en rangées soignées, remplies de milliers de diplômés en toge noire assortis. Le soleil était brillant et chaud, le genre de journée de printemps parfaite qui semblait avoir été commandée spécialement pour l'occasion. J'ai trouvé ma place au milieu de la section R et j'ai essayé de calmer ma respiration. Mes mains étaient moites. Je n'arrêtais pas de les essuyer sur ma toge, mais ça n'aidait pas. Mes camarades de classe riaient et prenaient des selfies,
se serraient dans les bras et parlaient de leurs projets d'été. J'ai souri quand les gens m'ont regardé, mais je n'étais pas vraiment là. Mon esprit était ailleurs. J'ai balayé la foule du regard jusqu'à ce que je trouve ma famille. Ma mère était assise au 3e rang de la section des invités, serrant son sac à main des 2 mains comme s'il pouvait s'envoler. Elle portait une robe à fleurs que je n'avais jamais vue auparavant, probablement achetée spécialement pour l'occasion. Son visage avait cette expression tendue et nerveuse qu'elle portait toujours lorsqu'elle se préparait à ce que quelque chose tourne mal. À côté d'elle se trouvait Chloé, qui rebondissait sur son siège d'excitation, tenant cette pancarte recouverte de paillettes et l'agitant chaque fois qu'elle pensait que je regardais dans sa direction. Même de loin, je pouvais voir son sourire. C'était la chose la plus authentique de toute cette foule. Grand-mère Éléanore était assise au bout de la rangée dans son fauteuil roulant, un chapeau à large bord la protégeant du soleil. Elle ne souriait pas, mais quand ses yeux ont rencontré les miens à travers la mer de Jean, elle m'a fait un seul lent signe de tête. Ce signe de tête signifiait plus pour moi que n'importe quel applaudissement. Et puis il y avait mon père. David était assis, les bras croisés sur sa poitrine, la mâchoire serrée dans cette expression familière d'impatience. Il ressemblait à un homme qui avait mieux à faire. Il portait sa bonne chemise en flanelle, celle qu'il réservait pour les funérailles et l'église à Pâques, mais il n'avait pas pris la peine de la repasser. Sa posture criait qu'il faisait une faveur à tout le monde rien qu'en se présentant. Je me suis retourné et j'ai fixé la scène, me forçant à tenir les 2 heures suivantes. La cérémonie elle-même a été longue, des discours sur l'avenir et les possibilités, sur les portes qui s'ouvrent et les nouveaux chapitres qui commencent. Le major de promotion a parlé de résilience. Le président de l'université a parlé d'héritage. Rien de tout cela ne m'a touché. Je comptais juste les minutes, attendant que mon nom soit appelé pour que je puisse traverser cette scène, serrer une main, accepter un morceau de papier et en avoir enfin fini. Quand ils ont appelé mon nom, je me suis levé et je me suis dirigé vers la scène. La marche m'a semblé plus longue qu'elle n'aurait dû. Je pouvais entendre Chloé crier depuis la foule, sa voix perçant les applaudissements polis comme une cloche. J'ai jeté un coup d'œil à ma famille en traversant la scène. Ma mère applaudissait. Grand-mère Éléanore avait les mains levées. Mon père regardait son téléphone. J'ai accepté mon diplôme, j'ai serré la main du doyen et je suis descendu de l'autre côté de la scène. C'était fini. 4 ans de travail, de sacrifice et d'épuisement, et c'était enfin fini. Après la fin de la cérémonie, les familles ont envahi la pelouse. Partout où je regardais, il y avait des parents qui serraient leurs enfants dans leurs bras, prenaient des photos, riaient, pleuraient et célébraient. Je me suis frayé un chemin à travers la foule vers ma famille, diplôme à la main, essayant de me convaincre que peut-être aujourd'hui serait différent. Peut-être que mon père me surprendrait. Peut-être qu'il me serrerait la main, me regarderait dans les yeux et dirait quelque chose de gentil. J'aurais dû m'en douter. Une famille voisine avait loué un petit système de sonorisation pour sa propre célébration, du genre avec un microphone portable et un haut-parleur sur un support. Ils se relayaient pour porter des toasts à leur fille, une fille que je reconnaissais de mon cours de statistique. C'était adorable, sain, le genre de choses que les familles normales faisaient. Et puis j'ai regardé mon père s'approcher d'eux. Il a dit quelque chose au père de la famille, lui a tapé sur l'épaule comme s'ils étaient de vieux amis, puis lui a pris le micro des mains. Mon estomac s'est noué. David a tapoté le micro 2 fois, et le Larsen a percé le bruit de la foule. Les gens se sont retournés pour regarder. La conversation s'est arrêtée. Le visage de ma mère est devenu pâle. « Excusez-moi, tout le monde, » a dit mon père, sa voix résonnant sur la pelouse. « Je veux juste dire quelques mots sur mon fils, le grand diplômé de l'université. » J'ai arrêté de marcher. Mes pieds semblaient être en béton. Chloé a baissé sa pancarte. Les mains de grand-mère Éléanore se sont crispées sur les accoudoirs de son fauteuil roulant. Mon père a souri à la foule, savourant l'attention comme si c'était la lumière du soleil. « J'ai 3 enfants, » a-t-il poursuivi. Enfin, 2 qui ont bien tourné en tout cas. Quelques personnes ont ri. Un rire nerveux, incertain. Le genre de rire que les gens ont quand ils ne sont pas sûrs si c'est une blague. Celui-ci, Brandon, il a vidé mon portefeuille pendant 22 ans, 4 ans d'université pour apprendre à pousser des papiers et à s'asseoir à un bureau. Je lui ai dit 100 fois, trouve un vrai travail. Apprends quelque chose d'utile. Mais il savait mieux. Il sait toujours mieux. Plus de rire maintenant, plus fort.
Des gens qui ne savaient pas mieux pensaient que c'était une sorte de bizutage. Un père taquinant gentiment son fils. Mais j'ai vu le visage de ma mère. J'ai vu les larmes de Chloé. J'ai vu l'expression de grand-mère Eleanor se durcir en quelque chose de froid et de furieux. Alors, à mon fils, a dit mon père en levant un verre invisible. La déception la plus chère que j'ai jamais faite. Il a rendu le micro à la famille confuse, souriant comme s'il venait de livrer la performance de sa vie. Les gens ont applaudi, certains ont même acclamé. Je suis resté figé au milieu de la pelouse. 350 inconnus me regardant, mon diplôme serré dans ma main comme un bouclier qui ne pouvait me protéger de rien. Et tout ce à quoi je pouvais penser, c'était la mallette dans mon coffre. Pendant un long moment, je n'ai pas pu bouger. Les mots de mon père flottaient dans l'air comme de la fumée, et je sentais chaque paire d'yeux sur la pelouse se déplacer entre lui et moi, attendant de voir ce que j'allais faire. Certains riaient encore. D'autres s'étaient tus, sentant que quelque chose n'allait pas dans ce qu'ils venaient de voir. Ma mère était figée sur place, les mains toujours levées dans un demi-applaudissement qui s'était éteint dès que mon père avait ouvert la bouche. Chloé avait enfoui son visage dans sa pancarte, ses épaules secouées, et grand-mère Eleanor regardait son fils avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Ce n'était pas de la colère. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose qui ressemblait beaucoup à du chagrin. J'avais imaginé ce moment 1000 fois. Pas ce scénario exact, mais quelque chose de similaire. Une humiliation publique, une confirmation finale que peu importe ce que j'accomplissais, peu importe à quel point je travaillais, mon père ne me verrait jamais comme autre chose qu'une déception. Dans mon imagination, je me défendais toujours. Je criais. J'énumérais chaque sacrifice que j'avais fait, chaque nuit blanche, chaque repas que j'avais sauté pour économiser $20 de plus. Je le faisais se sentir petit, de la même manière qu'il m'avait toujours fait me sentir petit. Mais debout là, au milieu de cette foule, je n'ai pas ressenti de colère. J'ai ressenti quelque chose de pire. Je me suis senti calme parce que je savais quelque chose que mon père ne savait pas. Je savais ce qui se trouvait dans le coffre de ma voiture, enfermé dans une mallette en cuir noir que j'avais acheté dans un magasin d'occasion pour $10. Je savais ce que ces documents représentaient. 2 ans de ma vie, 2 ans de choix que personne ne connaissait à part moi. Tout a commencé l'été avant ma 3e année. J'étais rentré à la maison pour une visite de week-end, quelque chose que je faisais rarement parce qu'être dans cette maison, c'était comme porter une chemise de 2 tailles trop petite. Mes parents s'étaient couchés tôt et j'étais assis dans la cuisine à boire un verre d'eau quand je les ai entendus se disputer à travers les murs fins de leur chambre. La voix de ma mère était aiguë et tendue. « David, on ne peut pas continuer à faire comme si de rien n'était. La banque a de nouveau appelé. Ils ont dit que si on manque un autre paiement, ils entament une procédure de saisie. » La voix de mon père était basse et défensive. « Je m'en occupe, Linda. Je m'en suis toujours occupé. Tu as pris une 2e hypothèque sans me le dire. Tu as mis cette maison en garantie pour le garage. Comment est-ce que tu t'en occupes? Le garage va se redresser. Il se redresse toujours. J'ai juste besoin de plus de temps. On n'a pas plus de temps. On a 3 mois, peut-être moins. Je suis resté assis dans cette cuisine sombre pendant 1 heure après qu'ils aient cessé de parler, mon esprit s'emballant. Une 2e hypothèque, une saisie, 3 mois. Mon père avait mis en jeu la maison de notre famille pour sauver une entreprise qui perdait de l'argent depuis des années et il n'en avait parlé à personne. Il avait laissé ma mère croire qu'ils luttaient mais qu'ils étaient stables. Il avait laissé ma grand-mère vivre sous un toit dont elle ignorait qu'il allait être saisi. Il avait laissé Chloé planifier un avenir dans une maison qui pourrait ne plus nous appartenir d'ici Noël. Et il avait passé des années à me reprocher d'être un fardeau financier alors que c'était lui qui nous conduisait à la catastrophe. J'aurais dû être en colère. Une partie de moi l'était. Mais une plus grande partie de moi a compris quelque chose que j'aurais aimé ne pas comprendre. Mon père n'était pas méchant. Il était terrifié. C'était un homme fier qui avait bâti son identité sur le fait d'être un pourvoyeur de famille, et il regardait cette identité s'effondrer. Il ne savait pas comment demander de l'aide. Il ne savait pas comment admettre son échec. Alors, il s'en est pris à la cible la plus surdisponible. Le fils qu'il avait déjà déçu, le fils qui ne se défendrait pas. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. Je suis retourné sur le campus et j'ai commencé à faire le calcul. J'ai calculé combien mon père devait sur la 2e hypothèque. J'ai fait des recherches sur les pénalités, les taux d'intérêt, la procédure légale de saisie.
J'ai contacté la banque en prétendant être un conseiller financier familial et je leur ai demandé de m'envoyer le décompte complet de la dette. Le chiffre était énorme, bien plus que ce que j'avais sur mon compte d'épargne, qui à ce moment-là était à peine de 500 $. Mais j'ai aussi épargné grâce à des cours particuliers supplémentaires, à de la comptabilité en freelance et à des bonus occasionnels, ce qui l'a rendu réalisable en 2 ans. Mais ce n'était pas impossible. J'ai pris un deuxième emploi dans un entrepôt à 30 minutes du campus. L'écart allait de 22 h à 6 h du matin, chargeant des caisses sur des camions jusqu'à ce que mes bras aient l'impression d'aller tomber. J'ai commencé à donner des cours particuliers pendant la journée, facturant 15 $ de l'heure pour de l'aide en mathématiques et en comptabilité. J'ai accepté des projets de comptabilité en freelance pour de petites entreprises, travaillant sur des feuilles de calcul pendant mes pauses déjeuner et entre les cours. J'ai arrêté de manger au restaurant. J'ai arrêté d'acheter de nouveaux vêtements. J'ai arrêté de faire tout ce qui n'était pas absolument nécessaire pour survivre ou gagner de l'argent. Mon colocataire pensait que j'avais développé une sorte de trouble obsessionnel. Mes amis ont arrêté de m'inviter à des choses parce que je disais toujours non. Mes notes ont légèrement baissé parce que je fonctionnais avec 4 heures de sommeil la plupart des nuits. Mais chaque semaine, mon compte d'épargne grossissait. Je n'ai jamais dit à personne ce que je faisais. Ni à ma mère, qui aurait pleuré et essayé de m'arrêter. Ni à Chloé, qui était trop jeune pour porter un tel secret. Ni à grand-mère Eleanor, même si une partie de moi soupçonnait qu'elle savait déjà que quelque chose n'allait pas. J'ai porté le poids seul parce que c'était la seule façon que je connaissais de le porter. Une semaine avant la remise des diplômes, j'ai effectué le dernier paiement. Je me suis assis dans ma voiture devant la banque, tenant le reçu dans mes mains, et j'ai pleuré pour la première fois en 2 ans. La maison de la famille Carter était en sécurité. Le garage était payé. La dette de mon père était effacée. J'ai placé les documents dans une mallette avec une lettre que j'avais écrite et réécrite 6 fois. J'avais prévu de la lui donner après la cérémonie, en privé, sans fanfare. Un cadeau silencieux d'un fils qui ne voulait rien en retour, sauf peut-être enfin un moment de paix entre nous. Mais ensuite, il a pris ce micro et tout a changé. J'ai regardé mon père de l'autre côté de la pelouse, toujours souriant, acceptant toujours les félicitations d'étrangers qui le trouvaient drôle. J'ai regardé l'expression brisée de ma mère, les larmes de ma sœur, la fureur de ma grand-mère, et je suis allé à ma voiture. Le trajet jusqu'à ma voiture m'a semblé durer une éternité. Je sentais les gens me regarder, chuchoter, se demandant ce que le gamin silencieux en toge froissée allait faire après avoir été publiquement humilié par son propre père. J'ai gardé les yeux droits devant moi. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'ai donné à personne la satisfaction de me voir craquer. Ma voiture était garée à l'autre bout du parking, une Honda Civic de 12 ans avec une bosse sur le pare-choc arrière et un système de climatisation qui avait cessé de fonctionner il y a 2 étés. Je l'avais achetée avec mon propre argent quand j'avais 17 ans, et elle m'avait accompagné à travers chaque chapitre de ma vie depuis lors. Elle m'avait conduit à mon premier entretien d'embauche, à ma première visite d'université, à mon premier jour d'orientation de première année, et maintenant elle me portait à travers ça. J'ai ouvert le coffre et j'ai regardé la mallette qui se trouvait à l'intérieur. Elle n'avait rien de spécial à première vue, cuir noir et raflé au coin avec des loquets en laiton qui collaient un peu quand on essayait de les ouvrir. Je l'avais trouvée chez Goodwill pour 10 $ et je pensais qu'elle avait l'air assez professionnelle pour contenir quelque chose d'important. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle contiendrait quelque chose d'aussi important. Je l'ai prise. Elle était plus lourde qu'elle n'en avait l'air, non pas à cause des documents à l'intérieur, mais à cause de ce qu'ils représentaient. 2 ans de ma vie, 2 ans de silence et de sacrifice, et de me réduire à néant pour que ma famille puisse garder les seules choses qui comptaient pour eux. J'ai fermé le coffre et je suis retourné vers la pelouse. La foule avait commencé à se disperser. Certaines familles se dirigeaient vers leur voiture. D'autres prenaient des photos finales devant les bannières de l'université. Mon père se tenait près de l'endroit où il avait fait son petit discours, parlant à un homme que je ne reconnaissais pas. Probablement quelqu'un qui avait ri à sa blague et voulait lui serrer la main. Ma mère m'a vu la première. Ses yeux se sont agrandis quand elle a remarqué la mallette, et je pouvais voir sa bouche former une question qu'elle n'a pas eu le courage de poser à voix haute. Chloé a levé les yeux de là où elle était assise sur l'herbe, sa pancarte abandonnée à côté d'elle, son visage strié de larmes séchées. Grand-mère Eleanor a légèrement tourné son fauteuil roulant pour avoir une meilleure vue. Je me suis dirigé droit vers mon père. Il m'a remarqué et a souri narquoisement. De retour pour en avoir plus ? Je pensais que tu serais parti pleurer quelque part maintenant.
Je n'ai pas répondu. J'ai juste tendu la mallette. Il l'a regardée, puis moi, puis de nouveau la mallette. Qu'est-ce que c'est censé être? Ton petit diplôme dans un étui de luxe? Tu veux que je sois impressionné? Ouvre-la, ai-je dit. Ma voix était stable. Je ne la reconnaissais pas. On aurait dit qu'elle appartenait à quelqu'un de plus âgé, quelqu'un qui avait traversé plus que ce qu'un jeune de 22 ans devrait endurer. Mais c'était la mienne. Mon père a ri et a regardé les gens qui traînaient encore à proximité. Vous entendez ça? Il a une présentation pour moi. 4 ans d'université et il a appris à être dramatique. Ouvre-la, ai-je répété. Quelque chose dans mon ton a fait vaciller son sourire. Les gens autour de nous se sont tus. Ma mère s'est approchée. Chloé s'est levée de l'herbe. Grand-mère Eleanor s'est penchée en avant dans son fauteuil, ses yeux fixés sur la mallette comme si elle savait déjà ce qu'il y avait à l'intérieur. J'ai posé la mallette sur une table pliante voisine, la même qui avait contenu des programmes et des brochures plus tôt dans la journée. J'ai regardé mon père une dernière fois, puis je me suis retourné et je suis parti. Je n'ai pas couru. Je n'ai pas regardé en arrière. Je suis allé à ma voiture, je suis monté, j'ai démarré le moteur et j'ai quitté ce parking sans jamais vérifier mon rétroviseur. J'ai appris plus tard ce qui s'est passé ensuite. Mon père est resté là un moment, fixant la mallette comme si elle pouvait exploser. Quelques personnes l'ont encouragé à l'ouvrir, curieuses du drame qui se déroulait devant eux. Ma mère l'a supplié d'attendre, de le faire en privé, mais David l'a repoussé. David n'a jamais rien fait en privé. Il aimait trop le public. Il a ouvert les loquets et a soulevé le couvercle. À l'intérieur, il y avait 3 choses. La première était une épaisse enveloppe manie contenant les documents de remboursement de la 2e hypothèque sur notre maison familiale. Chaque page était estampillée des mots, payés en totalité, à l'encre rouge. Le solde dû était indiqué comme étant de 0. La deuxième était l'acte de propriété de Eoto Shop, libre de toute charge, ainsi qu'une lettre de la banque confirmant que le prêt commercial avait été entièrement remboursé. La troisième était une lettre manuscrite de ma part. Les mains de mon père tremblaient en sortant les documents. Il a d'abord lu les relevés bancaires, ses yeux parcourant les chiffres comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Ma mère s'est approchée et a regardé par-dessus son épaule. J'ai entendu plus tard qu'elle a halté et a couvert sa bouche de ses 2 mains. Puis mon père a déplié ma lettre et a commencé à lire. J'avais passé des semaines à écrire cette lettre. J'ai dû passer par 6 ou 7 brouillons avant de trouver le bon. Je ne voulais pas qu'elle soit pleine de colère. Je ne voulais pas qu'elle soit une arme. Je voulais juste qu'il comprenne. La lettre disait, « Papa, j'ai découvert les prêts il y a 2 ans. Je vous ai entendu, toi et maman, vous disputer à propos des avis de saisie, des paiements manqués, de la 2e hypothèque que tu as contractée sans en parler à personne. Je sais que vous étiez à 3 mois de tout perdre. Je sais que tu n'en as parlé à personne parce que tu avais honte. Je n'écris pas cette lettre pour te faire sentir coupable. Je l'écris parce que je veux que tu saches que même si tu n'as jamais cru en moi, je n'ai jamais cessé de croire en cette famille. Chaque dollar que j'ai gagné au cours des 2 dernières années a servi à rembourser ta dette. J'ai eu 2 emplois. J'ai sauté des repas. J'ai renoncé à tout ce que je pouvais pour que toi, maman, Chloé et grand-mère Eleanor n'ayez jamais à perdre votre maison. Oh, depuis mardi dernier, tu ne dois plus rien. Le garage est à toi. La maison est à toi. J'ai fait ça parce que tu es mon père et parce que je t'aime. Même quand tu l'as rendu impossible. Je n'ai plus besoin que tu sois fier de moi. J'avais juste besoin que tu ailles bien. Brandon. Mon père a lu la lettre à voix haute. Sa voix s'est brisée à la 2e phrase et s'est complètement cassée à la 3e. À la fin, il ne lisait plus. Il sanglotait. Ses genoux ont fléchi et il est tombé sur l'herbe, là, devant tout le monde. Les documents se sont éparpillés autour de lui. Ma mère s'est agenouillée à côté de lui, pleurant et lui tenant les épaules. Chloé a couru et les a serrés tous les 2 dans ses bras, et grand-mère Eleanor s'est avancée en fauteuil roulant, a regardé son fils et a dit d'une voix assez forte pour que tout le monde à proximité l'entende, « Ce garçon vient de sauver toute cette famille. David, et tu l'as traité de gaspillage. » 350 personnes ont regardé en silence mon père s'effondrer. Je n'étais pas là pour le voir, mais je l'ai senti. Quelque part sur une autoroute à l'extérieur de Dayton, conduisant sans destination en tête, j'ai senti le poids que j'avais porté pendant 2 ans enfin commencer à se lever.
J'ai conduit pendant 3 heures ce jour-là. Pas de destination, pas de plan, juste des kilomètres d'autoroute s'étendant devant moi et le bourdonnement du moteur remplissant le silence. J'ai éteint mon téléphone après la première douzaine d'appels de ma mère. Je n'étais pas prêt à parler. Je n'étais pas sûr de l'être un jour. J'ai fini sur une aire de repos quelque part près de la frontière de l'Indiana, assis sur le capot de ma voiture à regarder le soleil se coucher derrière une rangée de pins. Ma toge et ma toque étaient froissées sur la banquette arrière. Mon diplôme était toujours dans son étui en cuir, intact. Je venais d'obtenir mon diplôme d'université, j'avais accompli quelque chose pour lequel j'avais travaillé pendant 4 ans, et tout ce que je pouvais ressentir était du vide. Pas triste, pas en colère, juste creux, comme si j'avais tout versé dans cette mallette et qu'il ne restait plus rien en moi. Je suis resté à l'appartement d'un ami à Dayton pendant les 3 jours suivants. Tyler était un gars à qui j'avais donné des cours particuliers pendant ma 2e année, et il n'a pas posé de questions quand je suis arrivé à sa porte, l'air de ne pas avoir dormi depuis une semaine. Il m'a juste tendu un oreiller et a montré le canapé. C'était le genre d'ami dont j'avais besoin. Je n'ai pas répondu à mon téléphone. Je n'ai pas vérifié mes messages. Je ne voulais pas savoir ce que mon père avait dit après avoir lu cette lettre, car une partie de moi avait terriblement peur que ce ne soit pas suffisant. Que même après tout ce que j'avais fait, il trouverait encore un moyen de faire en sorte que ce soit à propos de lui. Qu'il transformerait mon sacrifice en une autre raison de me critiquer. Le 4e jour, on a frappé à la porte. Tyler a répondu, et j'ai entendu une voix que j'ai immédiatement reconnue. Basse, rauque, hésitante, d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. Brandon est-il là? Je me suis assis sur le canapé. Mon père se tenait dans l'embrasure de la porte, l'air d'avoir vieilli de 10 ans en 4 jours. Ses yeux étaient rouges et enflés. Ses vêtements étaient froissés. Il tenait une tasse de café de station-service dans une main et un journal plié dans l'autre, une vieille habitude qu'il avait chaque fois qu'il ne savait pas quoi faire de lui-même. Tyler m'a regardé. J'ai hoché la tête. Il s'est écarté et a laissé entrer mon père. Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre dans le petit salon de Tyler, sans parler pendant ce qui a semblé une éternité. Je pouvais entendre l'horloge sur le mur tic-taquer. Je pouvais entendre mon propre cœur battre dans mes oreilles. J'avais imaginé cette conversation 100 fois, mais maintenant qu'elle se produisait, je n'avais aucune idée de quoi dire. Mon père a parlé le premier. Je ne savais pas, sa voix était à peine plus qu'un murmure. À propos de l'argent, de ce que tu as fait. Je ne savais pas, Brandon. Je sais que tu ne savais pas, ai-je dit. C'était le but. Il a baissé les yeux sur ses mains. Elles tremblaient. Je n'avais jamais vu les mains de mon père trembler auparavant. Ses mains avaient bâti toute une entreprise. Elles avaient réparé 1 millier de moteurs, remplacé 1 millier de pneus, tenu des outils avec une confiance absolue depuis aussi longtemps que je me souvienne. Maintenant, elles tremblaient comme des feuilles. J'ai passé toute ma vie à penser que la force signifiait ne jamais demander d'aide, a-t-il dit. Ne jamais montrer de faiblesse, ne jamais laisser personne vous voir lutter. Je pensais que si je te poussais assez fort, tu deviendrais dur comme moi. Je pensais que je te préparais pour le monde. Il a fait une pause et a pris une inspiration qui semblait lui faire mal. Mais tu n'es pas devenu comme moi, Brandon. Tu es devenu meilleur. Tu es devenu le genre d'homme que j'aurais dû être. Et j'étais si occupé à être déçu que tu ne suives pas mon chemin que je n'ai jamais pris le temps de voir le chemin que tu construisais toi-même. Je n'ai rien dit. Je ne pouvais pas. J'avais une boule dans la gorge de la taille d'un poing. Je ne mérite pas ce que tu as fait, a poursuivi mon père. Je ne mérite pas ton pardon. Je ne mérite même pas d'être assis ici en ce moment. Mais je te demande si tu me laisseras. Je veux essayer. Je veux être le père que j'aurais dû être. Je sais qu'il est tard. Je sais que j'ai perdu 22 ans, mais je ne veux pas perdre le temps qu'il nous reste. J'ai regardé mon père. Je l'ai vraiment regardé pour la première fois depuis des années. J'ai vu le gris dans ses cheveux qui n'étaient pas là quand je suis parti pour l'université. J'ai vu les rides autour de ses yeux, l'affaissement de ses épaules, la peur enfouie profondément sous la surface. J'ai vu un homme qui avait passé sa vie à construire des murs et qui les regardait enfin s'effondrer. Je ne lui ai pas pardonné ce jour-là. Le pardon n'est pas quelque chose que l'on donne comme une mallette pleine de documents. C'est quelque chose que l'on construit lentement, brique par brique, conversation par conversation. Cela prend du temps. Cela demande des efforts.
Cela exige que les deux personnes se présentent, même quand c'est difficile. Mais j'ai accepté d'essayer. Au cours des mois suivants, les choses ont commencé à changer. Mon père est allé en thérapie pour la première fois de sa vie, quelque chose que je n'aurais jamais cru voir. Il s'est excusé auprès de ma mère pour les secrets qu'il avait gardés, pour le fardeau qu'il lui avait imposé sans qu'elle le sache. Il s'est excusé auprès de Chloé pour les années de tension qui avaient fait de notre maison une zone de guerre. Il s'est même excusé auprès de grand-mère Eleanor, qui lui a dit qu'elle attendait depuis 30 ans de l'entendre admettre qu'il avait tort sur quelque chose. Le garage a recommencé à faire des bénéfices. Sans le poids de la dette qui l'écrasait, mon père a pu se concentrer sur le travail qu'il aimait au lieu de simplement survivre. Il a embauché un jeune mécanicien pour l'aider, quelque chose qu'il n'aurait jamais fait auparavant. Il a même commencé à faire de la publicité, en installant un petit panneau sur l'autoroute qui disait « Et Auto Shop, entreprise familiale ». Depuis 1989. J'ai pris un emploi dans un cabinet comptable à Dayton, assez près pour rendre visite les week-ends, mais assez loin pour avoir ma propre vie. J'appelle à la maison tous les dimanches. Chloé m'envoie des photos du garage et des nouvelles de ses cours. Elle envisage d'aller à l'université maintenant. Quelque chose dont elle n'avait jamais parlé auparavant. Elle dit qu'elle veut devenir enseignante. Et tous les quelques mois, je reçois un texto de mon père. Juste 3 mots, toujours les mêmes. Fier de toi. Je pensais autrefois que j'avais besoin de ces mots pour sentir que je valais quelque chose. Je pensais autrefois que si mon père les disait juste une fois, tout irait bien. Mais debout dans ce parking le jour de la remise des diplômes, le regardant se ridiculiser devant 350 personnes, j'ai réalisé la vérité. Je ne le faisais jamais pour son approbation. Je le faisais parce que c'est qui je suis. Je suis quelqu'un qui se présente même quand personne ne regarde. Quelqu'un qui aime même quand c'est difficile. Quelqu'un qui porte le poids parce qu'il doit être porté, non pas parce que quelqu'un me l'a demandé. Et si cela fait de moi une déception pour certaines personnes, alors je suis fier d'être ce genre de déception. Parce qu'à la fin, les gens qui comptent vous verront pour qui vous êtes vraiment. Et ceux qui ne le font pas, ils finiront par changer d'avis, ou pas. Quoi qu'il en soit, vous continuez. Vous continuez à construire. Vous continuez à devenir la personne que vous étiez toujours censé être. C'est la leçon que mon père ne m'a jamais apprise. C'est la leçon que je me suis apprise à moi-même. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir à votre propre famille ou à vos propres luttes, je veux que vous fassiez quelque chose pour moi. Appuyez sur ce bouton j'aime. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Laissez un commentaire ci-dessous et racontez-moi votre histoire. Merci.